Bonjour, merci à tous d'être présents. Donc je souhaitais aborder un sujet peut-être qui n'est pas particulièrement technique cet après-midi, qui traite de l'utilisation des données en open data. Et en fait, la raison pour laquelle je voulais le présenter, c'est que c'est une composante de plus en plus importante dans notre travail. Et donc c'est quelque chose qui va être amené à se développer. Et je pense que tous les gens qui font des data science un petit peu appliqués sur des données de marché vont devoir se mettre vraiment à l'ouverture des données. Donc rapidement, je suis vice-président chez Microeconomics. Donc Microeconomics, c'est un cabinet d'analyse économique qui intervient dans différents domaines. Donc on fait du contentieux entre entreprises, du contentieux face aux autorités de concurrence. Et on fait aussi de la régulation et puis de plus en plus d'analyse de données à destination des entreprises. Donc l'analyse de données, elle nous sert dans nos domaines traditionnels d'analyse, je dirais, donc en contentieux. Et puis elle nous sert aussi pour aborder des questions stratégiques, donc proposer aux entreprises de l'analyse de données, donc des data science un petit peu plus classiques, ce que vous pouvez trouver ici, pour répondre à leurs questions. Alors, comme on est des économistes, on va souvent aller chercher des données de marché pour essayer de caractériser le marché sur lequel opèrent les entreprises, pour éclairer un petit peu leur point de vue. Et c'est dans cette perspective qu'on va être amené à utiliser des données en open data. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, quelques exemples et puis les enjeux, je pense, de cette ouverture. Donc, j'ai rapidement mis deux questions qui me semblent intéressantes sur l'open data pour un cabinet de conseil. Donc la première caractéristique, c'est qu'il y a encore pas si longtemps, enfin, il y a quelques années, en open data, il n'y avait quasiment rien. Donc on allait trouver deux fichiers Excel assez incomplets. Donc vous pouviez trouver la liste des départements ou la liste des communes, mais c'était tout, quoi. Vous n'étiez même pas capable de joindre la liste des communes aux codes postaux. Donc on ne pouvait pas aller, c'était impossible d'aller très loin. Aujourd'hui, c'est complètement évolué et je vais vous présenter quelques exemples. Donc il y a de plus en plus de choses. Le deuxième point, c'est que une fois qu'on a fait ce constat, c'est très intéressant, il y a plein un petit peu d'activités autour de l'open data, mais en tant que cabinet de conseil, en tant qu'entreprise privée, comment est-ce qu'on peut intégrer cette dimension dans notre activité? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant ou alors est-ce que c'est simplement un phénomène qui se développe et qui est extérieur à notre activité? Et j'aimerais démontrer que c'est précisément un point d'intérêt pour nous. Et puis dernier point, je vous présenterai deux exemples de réutilisation qu'on a fait à partir d'open data. J'ai fait exprès de choisir des projets, alors qui ne sont pas des projets qu'on a pu faire pour des clients, parce que je peux pas vous les présenter, mais des projets, on a utilisé des données en open data, mais aussi des données qui ne sont pas en open data. Et c'est pour vous montrer que la jonction entre les deux, souvent, fonctionne assez bien, et qu'on peut aller plus loin que ce qu'on pourrait faire juste en open data. Alors ça, c'est juste un exemple pour vous montrer le volume. Donc un des précurseurs sur ce domaine, c'était les États-Unis, où ils ont commencé à mettre en ligne plein de données des administrations, des villes, des cantons américains. Aujourd'hui, donc ça c'était je pense la semaine dernière, on est à presque, disons, 200 000 bases de données qui sont disponibles juste sur la plateforme DataGouv du gouvernement américain. Donc c'est vraiment massif, il y a énormément de choses. Alors ça ne veut pas dire que tout est intéressant, il y a plein de données qui ne vont pas directement vous intéresser, mais a priori sur 200 000, il y a quand même une chance que vous trouviez quelque chose qui vous correspond. Alors le pendant français, c'est datagouv.fr, data.gouv.fr. Ça aussi, c'est une capture d'écran de la semaine dernière. Donc le volume est moins important, mais un pays moins grand que les États-Unis. Il y a quand même 20 000 jeux de données, et puis vous voyez que c'est des données qui sont régulièrement réutilisées par les gens sur la plateforme, et donc qui publient des réutilisations, des idées à partir de ces données. Donc 20 000 jeux de données, ça commence à être important. Alors, je le redis, mais évidemment, dans l'open data, on peut assez vite générer du volume de données et dire on a énormément de bases qui sont en ligne, c'est formidable, on est très ouvert. Ce qui est important, c'est la qualité de ces données et leur intérêt. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté en dessous la base d'adresse nationale, donc, qui a été publiée cette année ou l'an dernier, je pense, qui vous permet justement de géolocaliser toutes les adresses en France. Et donc, ça, c'est un très gros travail qui a été fait, qui a été mené, et qui est accessible en ligne. Donc ça veut dire que vous pouvez faire du géocodage gratuitement en ligne, alors qu'avant c'était quelque chose de relativement compliqué. Enfin, il fallait passer par Google et vous avez une limite de volume qui est assez vite et contraignante. Donc ça, c'est un bon exemple de bonne réutilisation, parce qu'il y a plein d'entreprises qui vont utiliser ça, et que ça les intéresse directement. Donc si vous faites de la livraison, c'est très important pour vous. Si vous avez un service d'ambulance, c'est très important pour vous aussi, parce que si on vous donne l'adresse, vous allez pouvoir tout de suite la localiser, et ainsi de suite.
L'autre aspect, et ça c'est quelque chose d'un petit peu plus nouveau en France, encore assez limité, c'est que alors qu'aux États-Unis, il y a des villes comme New York ou San Francisco qui sont vraiment des précurseurs sur l'open data, donc qui mettent à disposition des citoyens énormément de données sur le fonctionnement de la municipalité. Ça commence à se faire un petit peu en France, donc il n'y a pas forcément les données qui sont toujours très intéressantes. Là j'ai pris deux exemples de villes qui étaient un petit peu précurseurs en France, mais pas du tout à l'échelle de New York ou de San Francisco, donc La Rochelle et Grenoble, qui ont leur portail open data. Et donc même si vous travaillez au niveau local, alors ça reste encore des cas particuliers, mais je pense que ça va se développer, même si vous avez une mission à faire sur un marché local, il est possible que vous trouviez des données directement sur le site de la municipalité. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas à négliger aussi et qui peut être intéressant. Alors deuxième point, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Donc très bien, il y a plein de données en open data qu'on peut réutiliser de manière libre et a priori c'est plutôt une bonne idée. On est content en tout cas, donc ça il y a un bénéfice de transparence pour les citoyens. Maintenant en tant que cabinet de conseil, est-ce que c'est intéressant? Alors je pense ça crée un nouveau rôle en fait dans le cabinet de conseil, donc pour les data scientists, qui est la capacité à identifier les données en open data qui vont être utiles pour votre client. Donc vous avez une mission à traiter, a priori vous travaillez sur les données internes du client. Le problème bien souvent c'est que ces données internes ne fournissent qu'une vision incomplète du marché sur lequel opère l'entreprise. Donc évidemment elle connaît très bien son activité, mais pas forcément ce qui va se passer autour. Et souvent dans les données en open data vous allez pouvoir trouver des choses. Donc, vous allez pouvoir caractériser des zones de chalandise, vous allez pouvoir caractériser des revenus sur certaines municipalités, vous allez pouvoir caractériser aussi des flux de commerce. Donc il faut savoir qu'en France il y a des données extrêmement détaillées sur les flux de douane. Donc vous êtes capable de dire je sais pas, le nombre de roulements à billes d'une certaine taille qui entrent en France durant tel mois. Donc ça, c'est le genre de données qu'on va trouver. Et selon le secteur d'activité de votre client, c'est des données qui peuvent être vraiment précieuses et qui peuvent vous aider à répondre à ces questions. L'argument que je vais mettre en avant, mais c'est évidemment parce qu'on est un cabinet d'économistes, c'est que ça rejoint une démarche qui est économique, c'est-à-dire que pour bien conseiller une entreprise et pour bien répondre à ces questions, il faut comprendre son activité, donc il faut comprendre son marché. Et pour comprendre un marché, il faut disposer de données sur ce marché pour pouvoir les mettre en regard des données de l'entreprise pour apporter des réponses qui soient les plus pertinentes possibles. Donc il y a une véritable démarche en tant que cabinet de conseil qui consiste à élargir le point de vue de l'entreprise, à aller chercher des données externes et à ne pas se contenter des données qui sont uniquement internes à l'entreprise. Donc c'est souvent plus intéressant pour le client. Je pense que c'est plus intéressant aussi pour nous, puisque ça permet d'élargir un petit peu le point de vue et de ne pas se cantonner aux données qu'on nous fournit, mais aussi de dire je suis capable d'apporter quelque chose à votre problème en allant chercher des données à l'extérieur. Alors, deux exemples de réutilisation. Alors, laissez-moi juste... Donc c'est deux exemples qu'on a pu faire récemment. Donc il y a un premier exemple qui est sur le prix des carburants. Donc simplement une petite présentation du projet avant de vous montrer comment ça fonctionne. Donc les données de prix de carburant dans les stations-service sont en open data à J-7. Donc vous avez toujours un décalage entre le jour où vous accédez aux données et la date des prix. Et donc l'idée c'était de faire un site web. Donc c'est un site qui est librement accessible, donc vous pouvez vous connecter, l'utiliser pour aller acheter votre essence si vous voulez. Donc là je vais le relancer parce que on l'a lancé il y a longtemps. Et donc notre idée c'était à partir de ces données, est-ce qu'on peut faire une sorte de portail d'information sur les prix des carburants sur toutes les stations-service qui sont présentes en France. Donc ça c'est le genre de site qui existe déjà, donc on voulait pas simplement faire remonter les données mais mise en forme, puisque ça c'est déjà accessible, mais on voulait aller un petit peu plus loin et puis regarder si on pouvait faire des analyses économiques à partir de ces données. Donc la manière dont fonctionne le site, c'est très simple. Donc il y a une première partie où vous pouvez simplement indiquer une commune. Et puis, donc voilà, on va se mettre dans le 8e. Ok, donc directement... Ah, attendez, je vois rien. Donc directement, vous avez accès à une carte qui vous indique toutes les stations dans un rayon de, je sais plus, 10 ou 20 km ou 30 km autour de vous, avec un code couleur qui vous dit est-ce que l'essence dans cette station, elle est très chère ou pas chère. Donc c'est immédiat, vous pouvez directement accéder à ça. Et puis en dessous, vous avez la version en tableau de ça.
qui vous indique la station la moins chère. Donc voilà, si vous voulez acheter du gazole aujourd'hui, il faut aller au Leclerc qui est boulevard Fort-de-Vaux. C'est là que vous payerez le moins cher. Okay, donc c'est très simple. Et puis c'est là où on va aller un petit peu plus loin, c'est que ça c'est généralement le type d'information que vous allez trouver sur un site qui vous présente les prix du carburant. Donc ça c'est... Bon, soit, je ne sais pas si c'est plus ou moins joli que ce que les autres font, mais en tout cas, c'est pas très très nouveau. Est-ce qu'on peut faire plus? On pourrait faire des analyses par station, par exemple. Donc si je clique sur une station, bon, j'ai déjà son information qui s'affiche et le prix. J'ai un petit peu ces détails qui s'affichent de ce côté. Et puis, ce que je vais avoir ici, c'est des comparaisons de son prix avec différents groupes de comparaison. Donc, le premier groupe de comparaison qu'on a pris, c'est toutes les stations sur la carte. Donc, c'est le trait jaune. Et donc, ça veut dire que cette station, elle est de manière récurrente, toujours en dessous du prix moyen des stations qui sont autour d'elle. D'accord ? Donc, c'est vraiment une station qui est pas chère. Bon, on peut faire ça aussi au département ou par rapport à la France. Bon, évidemment, c'est une station parisienne, donc si je vous mets la France, vous allez trouver quelque chose de très différent. C'est-à-dire que cette station, elle n'est pas chère à Paris, mais elle est très chère par rapport au reste de la France. Donc ça, c'est pas vraiment une surprise. Et puis le petit apport en fait qu'on voulait faire, c'est qu'il y a un débat récurrent dans les médias. Où on a l'impression qu'il n'y a jamais vraiment une réponse, et ce débat c'est les prix du pétrole sont en train de baisser, est-ce que c'est répercuté à la pompe? Donc vous allez toujours avoir les journaux du dimanche avec ce gros titre, le prix, la baisse du baril n'est pas répercutée à la pompe. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai, à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? Et donc on a créé un indice qui est un prix à marge constante. Et en fait qui vous montre, donc on va caler le prix réel de la station, donc vous voyez en vert, avec ce qu'on appelle le prix à marge constante à un an auparavant. Bon, sauf que cette station n'existait pas il y a un an, donc on a décalé, donc disons à partir de mars. Et puis on se dit, si toutes les variations de taxes et de cours du baril étaient répercutées à la pompe, qu'est-ce que ça donnerait? Ce que ça donnerait, c'est la courbe jaune. Et donc ça vous permet de voir si effectivement la station, la courbe verte, elle suit la courbe jaune. Et donc on voit que cette station, ouais, effectivement, elle répercute les variations du cours du Brent. D'accord. Donc en gros, elle n'augmente pas sa marge. Voilà ce que ça veut dire, c'est pour ça qu'on a appelé ça le prix à marge constante. Donc ça, vous pouvez le faire par station. Et puis on a décidé d'aller plus loin pour faire aussi des choses sur toute la France. Et donc là on a fait un petit onglet statistique. On va vous présenter la même chose. Donc donc ça c'est pour le gazole. Donc bon, ça c'est toujours très parlant, évidemment c'est quelque chose qu'on sait, mais ce que vous voyez en jaune c'est la part des taxes dans le prix du litre. On voyait que c'est quand même assez important parce qu'on est à 56%. Et puis vous voyez en noir c'est le cours du Brent, qui est à peu près constant en proportion, et puis en vert c'est la marge. Et on a traduit ça par le même graphique mais au niveau national. Donc là ça vous dit par rapport à un an, les cours du Brent ils ont énormément baissé. Donc là pour la petite histoire, le pic là, c'est une hausse de taxes imposée par le gouvernement qui a été complètement effacée par la baisse du pétrole, mais bon c'est comme ça. Le deuxième pic, ce qui est marrant c'est que là il ne se passe rien du tout, ce qui se passe c'est Noël en fait. Et donc Noël, toutes les stations augmentent leur prix à fond, donc faites pas le plein le jour de Noël, c'est pas une bonne idée. Et vous voyez que à la fin même le prix des stations, donc le réel, il est en dessous du prix à marge constante, donc elles se font moins de marge qu'il y a un an. Donc elles n'arrivent pas à répercuter les variations. Alors ça c'est vrai pour le gazole. Puis je vais vous montrer une autre chose sur ce site et après je passe à l'autre. Si vous regardez sur le samplon, donc on va prendre le samplon 98, vous avez quelque chose de très différent. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait les prix ont énormément baissé depuis, disons, le début de l'été jusqu'à l'automne, et avant ils avaient quand même un petit peu monté. Donc en fait quand les prix ont monté, donc ce qui est reflété par la courbe jaune, qui reflète uniquement les variations du cours du baril, les stations elles ont monté leur prix du samplon, mais elles sont allées bien au-delà. Donc elles ont continué à monter, même quand c'était stable, elles ont monté. Puis quand ça a commencé à descendre, elles ont un petit peu attendu, et d'un seul coup, c'est l'effet de la concurrence, il y en a un qui a dû commencer à descendre, tout le monde s'est laissé entraîner, et tout le monde est descendu. Et aujourd'hui, en fait, elles ont retrouvé un niveau de marge qui est proche de ce qu'elles avaient avant, et elles sont même en dessous. Donc là, elles sont en train de manger leur marge. D'accord ? Donc ça, c'est un graphe qui est assez simple. Bon, faut prendre un petit peu de temps pour l'expliquer, mais je pense qu'il peut être compris par tout le monde et qui répond précisément à ce débat de est-ce que les stations répercutent le cours du baril à la pompe. Donc on voulait un petit peu tuer ce débat et dire on va arrêter chacun d'avoir son opinion en disant moi je suis allé à ma station, ça n'a pas baissé, c'est pas normal. Bon voilà, vous pouvez vérifier par station, vous pouvez vérifier au niveau national. La réponse c'est ça. Et puis je sais pas, vous avez peut-être reconnu ce type de graphe, mais vous pouvez vous amuser à le suivre, vous pouvez vous amuser à zoomer. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses sur ce type de graphe si vous aimez vraiment les données et que vous voulez voir ce qui se passe.
Donc voilà, premier type. Alors il y a plein d'autres choses, hein, je vous invite vraiment à aller sur le site. Il y a des répercussions, voilà, vous voyez, il y a plein de choses. Il y a les prix par enseigne. Donc là, c'est la petite contribution hors open data, puisque les enseignes ne sont pas dans les données en accès libre. Mais si vous êtes malin, vous allez réussir à les ajouter. Donc on ne vous dit pas comment, mais c'est la contribution en dehors de open data. Et puis on a fait aussi des choses qui sont assez amusantes sur la relation entre prix et nombre de stations. Donc c'est pareil, il y a toujours ce débat, si la station elle est isolée, on va payer plus cher. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai en fait. Donc allez pas dans une station, si j'arrive à vous le montrer. Voilà, donc en gros c'est ce graphe-là. Donc vous voyez, on ne voit pas l'axe parce qu'il est en dessous, mais il y a l'axe, c'est le nombre de stations dans un rayon de 10 km. Vous voyez que le prix décroît quand vous avez plus de stations. Donc la station qui est toute isolée au milieu de la campagne, c'est celle-là. Et oui, vous payez plus cher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait de combien. Donc je peux vous dire, vous payez 2 centimes de plus si vous allez dans une station qui est isolée. Donc ça vous montre quand même qu'avec ces données en open data, on peut faire énormément de choses déjà. Alors là, c'est amusant, c'est vraiment l'observatoire des prix, c'est destiné à un public large, mais on voit assez bien qu'on pourrait transformer ce produit pour quelque chose pour des entreprises. Une entreprise qui cherche vraiment à optimiser ses prix, ses parcours pour faire ses pleins d'essence, c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser. Parce qu'assez vite, on pourrait lui dire, vous devriez plutôt aller dans ces endroits, vous devriez plutôt aller à telle station, vous devrez plutôt éviter telle journée, parce que ces jours-là, donc le vendredi typiquement, vous allez payer plus. Voilà. Donc il y a des stations qui optimisent comme ça, il y en a qui n'optimisent pas du tout. Des stations qui n'optimisent jamais. Il faut savoir qu'il y a des stations à Paris qui changent leur prix tous les 6 mois, parce que de toute façon, ils ont un prix tellement élevé que le baril peut bouger, ça ne change rien. Okay. Autre exemple. Donc là, on est de nouveau à la limite de l'open data. Donc, c'est des données qui ont été récupérées. C'est un petit peu notre contribution de base, puisque non, on n'est pas des climatologues, donc on ne prétend pas qu'on va vous démontrer le réchauffement climatique ou quoi que ce soit. Mais simplement, on se dit, si je prends des données de température en France, est-ce que j'observe du réchauffement climatique? Alors, si j'observe rien, je ne vais pas en conclure que le réchauffement climatique, ça n'existe pas, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si j'observe quelque chose, je ne vais pas vous dire, c'est horrible, ça se réchauffe de partout, parce que c'est pas vrai non plus. Mais déjà, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'au niveau local, nous, quand on vit dans des villes, on ressent une hausse des températures. Et ce qui est amusant, c'est que ça marche très très bien. Donc on a fait un travail sur les 20 plus grandes agglomérations françaises. On peut commencer par celui-là. Donc l'idée, c'est simplement de mesurer la hausse des températures. Donc par défaut, là j'ai mis Paris parce qu'on est à Paris. Donc vous avez 20 villes dans l'onglet, donc vous pouvez choisir. Et là, c'est la moyenne glissante des températures sur 10 ans, d'accord, donc jour par jour. Et donc, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. En gros, dans les années 70, à Paris, c'est 15 degrés en moyenne. Donc, sur une année, la température, c'était 15 degrés. Correspond à peu près à ce qu'on ressent. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt 16,4. Donc, il y a quand même 1,4 degré de plus que dans les années 60. Donc, c'est assez massif, puisqu'on a tous en tête cet objectif de 2 degrés. Et là, on est déjà à 1,4. Donc, voilà, vous pouvez vous amuser avec ça. Donc, ça s'affiche. Si vous êtes... je sais pas moi, si vous venez on va dire de Nice, vous pouvez regarder la température, donc à peu près le même profil. Si vous êtes de Lyon, il faut savoir que c'est le pire. Donc voilà, à Lyon, les 2 degrés, ils sont déjà là, quoi. Donc vous les avez déjà expérimentés. Si vous connaissez des gens à Lyon, ça les étonne pas, quoi. Ils vont dire, c'est vrai qu'il fait très très chaud. Donc, voilà. Donc ça, c'est première chose. On a fait aussi des choses sur comparer les années. Donc vous pouvez vous amuser à dire, je sais pas, vous êtes né en 1963, par rapport à 2015, c'est quoi? Donc là, c'est les températures, donc c'est pas très lisible, mais c'est pas vraiment le but, c'est simplement pour vous faire une comparaison. Et puis si vous voulez que ce soit lisible, on peut zoomer. Voilà, donc vous pouvez observer. Voilà, donc ça c'est 2015, donc il faisait très chaud, puis maintenant il fait très froid, donc voilà, on est en 2015. Et puis surtout, en dessous, vous avez une petite explication qui vous dit il y a 3/4 des journées en 2015 qui ont été plus chaudes que les mêmes journées en 63. Donc manifestement, je triche un peu parce que 63 c'est une année où il a fait très froid, donc c'est pas forcément bon exemple. La température, vous voyez, qui fait 3 degrés de plus en 2015 qu'en 63, donc c'est aussi massif. Donc vous pouvez vous amuser à changer les villes, à faire ça un petit peu dans tous les sens. Donc c'est assez facile, et je vous présente simplement une dernière chose et puis j'arrête.
Donc ça, là, c'est vraiment du côté visualisation. C'est en un graphe, est-ce que vous pouvez réussir à visualiser le réchauffement climatique sur une ville? Donc on est encore sur Paris. Et là, il y a un petit déclic de l'esprit à avoir pour comprendre ce graphe, c'est que les courbes ne correspondent pas à de la chaleur. Donc quand c'est rouge, c'est pas plus chaud. Quand c'est rouge, c'est plus récent. Et l'objectif, évidemment, donc on est biaisé, c'est qu'on se dit, j'espère que plus ça va être récent, plus ça va être rouge, et plus la courbe va être haute. Elle n'est pas haute parce qu'il fait chaud, elle est haute parce que c'est récent, d'accord? Et aussi parce qu'il fait chaud, donc les deux convergent. Et donc ce que vous voyez, c'est qu'il y a vraiment un décalage vers le rouge, c'est-à-dire que plus la courbe est récente, donc plus elle est rouge, et plus elle est haute. Donc plus elle est récente, plus elle est chaude. Ouais, donc j'ai immédiatement, en un graphe, réussi à montrer ce lien logique qui fonctionne très bien, et qui fonctionne plus ou moins selon les époques. Donc vous voyez qu'en été, j'aurais dû vous dire que chaque courbe, c'est un profil de température sur une année. D'accord ? Donc c'est lissé, parce que sinon on voit rien, ça bouge dans tous les sens. Vous voyez qu'en été, toutes les années les plus anciennes, elles sont en dessous. Donc tout ce qui est bleu est en bas, à part 76, qui est la canicule de vos parents ou grands-parents. Et puis, plus on est élevé, et plus c'est rouge, et donc plus il fait chaud. Et donc voilà, ça permet de visualiser ça. Voilà, si vous voulez voir 2015, il est là. Il va commencer à descendre parce qu'il fait plus froid, mais on voit qu'on est déjà sur une année assez chaude. Donc qui est plus haut? 2003, évidemment. En 2003, c'est la grosse canicule. En 2003, même si cet été il a fait très très chaud, en 2003 il a fait encore plus chaud sur une durée plus longue. Donc le record c'est 2015, parce qu'on a approché les 40 degrés, mais 2003 il a fait plus chaud plus longtemps. Donc c'est pour ça qu'en profil il est plus élevé. Donc ça vous permet de faire ce petit type de comparaison. Donc de nouveau, l'objectif, c'est un aspect un petit peu ludique, un petit peu instructif. Mais l'objet de fond, c'est vraiment de vous montrer qu'à partir de données qui sont directement accessibles, presque directement accessibles, on peut faire des choses qui sont déjà assez poussées. Donc on peut faire des visualisations qui rendent assez bien, on peut faire des analyses qui ne sont pas évidentes, et on peut répondre à des questions que des personnes ou des entreprises se posent directement. Donc là, de nouveau, ce travail sur des données météo, c'est des choses qui pourraient intéresser des entreprises selon leur secteur d'activité. Et donc c'est intéressant de pouvoir aller les chercher, de pouvoir les mettre en forme, et puis de pouvoir communiquer à partir de ces données. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Emmanuel.